Ça y est, tu enregistres là? Bonjour et bienvenue dans l'heure du documentaire consacré cette semaine à des portraits au féminin dessinant quelques figures du XXe et XXIe siècle pour lesquelles le cœur de Sur les Docs a battu. Au programme, vendredi Mariana Otero et la transformation grâce au documentaire d'un secret de famille, jeudi la cinéaste Dominique Cabrera, mercredi l'incroyable vie de Nina Simone, mardi l'ethnologue Jacqueline Veuve et aujourd'hui celle qui a séduit David Arthur, Dina Vierny. La différence d'âge a créé un territoire magique où la collectionneuse a volontiers raconté ses multiples vies. Le modèle de Mayol, Matisse et Bonnard a été galeriste, surréaliste, expert, mécène, chanteuse, championne d'attelage équestre et mère de famille. Enregistrée en 2006, avant son départ pour un autre monde le 20 janvier 2009, c'est la dernière confession intime radiophonique de Dina Vierny. J'aime mes objets et j'ai les visites. Et quand je pense, j'en ai des centaines, et quand je pense à un objet, tout à coup, mais où est-il celui-là? Ah, je suis malheureuse, la nuit. Vous savez, je travaille beaucoup. La nuit, je me lève, je le cherche, puis je le trouve. Alors je l'embrasse. Et il me le rend. Parce que l'objet rend à celui qui l'aime. Et puis un objet, vous savez, il a besoin d'un dialogue. Il a besoin de parler, parce que c'est vachement vivant, moi, les objets. C'est pas quelque chose de mort. Ah, pas du tout. L'objet, il a besoin d'un camarade. Alors, on lui cherche cette compagnie. Et on trouve un autre objet qui lui ressemble. Et petit à petit, ça devient un monde. Et les objets, quand on les aime, ils vous aiment aussi. Dina Vierny, collectionneuse modèle. Sur la planète de la collectionnite aiguë, le temps ne suspend jamais son vol. Les objets passent de main en main avant de finir inexorablement dans un musée d'État. Tout le monde collectionne, que ce soit sans le savoir celui qui ramasse des briquets ou des sous-bocs publicitaires par goût, à celui qui, les pieds vissés dans les plus hautes sphères de la finance ou du pouvoir, affiche son élitisme à coups de millions en achetant avec les oreilles. Collectionner n'est surtout pas une affaire d'argent, c'est une question d'œil, de temps et de passion. La France aux 1000 trésors à découvrir, carrefour de la Chine européenne, a eu la chance d'accueillir la mer Noire d'Odessa qui coule dans les veines de Dina Vierny. Reine de cœur et d'amitié, elle entre dès l'âge de 6 ans en collection comme on entre en religion. Tour à tour modèle de Mayol, Matisse et Bonnard, elle est restée dans les arts comme mercenaire de la beauté. Ne perdant jamais le goût de l'objet et déplaçant des montagnes, cette impératrice de l'agencement a offert à son pays, la France, 2 musées et une fondation accueillant ses trésors de collectionneuse de collections. Je suis avant tout collectionneuse. La première chose que vous avez collectionnée? Je suis enfant. C'était des verres de couleur que vous ramassiez dans la rue? J'ai ramassé des verres de couleur et j'en ai fait tout un montage. Et plus tard, quand j'ai bien connu Picasso, qui était un très grand ami, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais petite ?» Je lui dis « Voilà, j'ai monté des verres que je trouvais dans la rue, des verres... » Il dit « Moi aussi. » Il a fait exactement la même chose. Et vous avez gardé des accumulations? Non, non. Vous. Je ne savais pas que ça se gardait. Je faisais ça pour m'amuser. Non, vous savez, on est quelquefois avec le don. Il y a beaucoup d'êtres humains qui naissent avec le don de reconnaître. Ils ne savent pas, et ils ont le don. Vous savez, quand les enfants vont à la cantine, j'allais à la cantine, j'étais donc petite, Mes parents me donnaient l'argent pour aller à la cantine.
Mais moi, je n'allais pas du tout à la cantine. Je ne mangeais pas. Et j'achetais des petits bronzes de l'archéologie chez deux merveilleux antiquaires que j'ai enterrés. J'ai enterré mes antiquaires. Oui. Alors, chez deux merveilleux antiquaires. Eh bien, c'est un hasard extraordinaire. Il n'y a pas un faux. Il n'y a pas un seul faux. Vous aviez quel âge? J'ai commencé 14 ans. Et pas un faux? Non. Mais vous savez, j'aurais pu le faire. Hein. Parce que c'est pas donné comme ça. Hein. C'est un coup de chance. Hein. Et puis le fait aussi de susciter l'affection et l'envie chez les gens que vous croisez. Ah oui. Mais ceux à qui j'achète voient que j'aime. Oui, vous parlez le même langage. Je suis allée aux puces avec Éluard. Je suis allée aux puces avec d'autres gens. Hein. Je suis allée aux puces toute seule. Et qu'est-ce que j'ai pas trouvé aux puces? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais j'ai trouvé un monde absolument. C'était comment les puces avec Éluard? C'était un chineur fou? Il était comment? C'était un collectionneur. Chez lui, il y avait de la peinture jusque sur le toit, jusqu'au mur, partout. Sur le plafond, partout? Au plafond, partout. Non, c'était un collectionneur extraordinaire. Mais lui, il cherchait des choses précises. Et moi, je lui dis, mais puisqu'on est là, cherchons des choses étranges. Donc vous étiez une vraie surréaliste. Ah oui, j'étais une demoiselle surréaliste, puisque j'étais une amie de Breton. Voilà. En fait, ce que vous cherchiez, c'était le hasard, le coup de foudre. Oh, je cherchais à m'amuser. Et en plus, avec presque pas d'argent, avec très peu. C'est pas une affaire d'argent. Quel est le plus bel objet? Je parle en travail, on parle pas d'argent. Quel est le plus bel objet que vous ayez trouvé aux puces? Ou la chose vraiment au fond d'une boîte? Monsieur Arthur, j'ai trouvé aux puces 2 fourchettes et 2 couteaux du début du XVIIe siècle. Je peux vous les montrer. Ils sont dans ma chambre. Je les caresse. Et je peux vous dire que acheter cela pour le vendre, c'est une profonde erreur. Il faut l'acheter pour soi, pour jouir, pour être heureux. Et quand on est collectionneur véritable, on finit, vous savez, par trouver des miracles. Eh bien, quand on est collectionneur, on ne peut plus être complètement malheureux. C'est fini, quoi qu'il vous arrive. On n'est plus jamais seul. C'est un des luxes du collectionneur, parce qu'il se réfugie immédiatement dans ses objets. Donc dans les moments de déprime que vous avez eus dans la vie... Ben, oui, j'en ai eu quelques-uns. Hein. Eh bien, vu que je me suis battue comme un petit soldat, hein, j'ai tout fait avec rien. Et je ne suis pas pour garder. La possession ne m'intéresse pas. Elle m'intéresse dans le moment. Ce qui vous intéresse, c'est de trouver, de dénicher. Voilà. Ça vous arrivait à une époque de trouver des objets dans les poubelles à Paris? Naturellement. Moi, j'ai trouvé à Caracas, j'ai trouvé dans une poubelle, il y avait une poubelle qui était tombée. Oh, qu'est-ce que je vois? Une poupée merveilleuse avec un lit de toute beauté. Comme quoi, vous savez, je suis comme Bozo, hein, je suis capable de ramasser. Et encore aujourd'hui. Et comment? Alors je voudrais qu'on parle d'une chose que vous avez aimée par-dessus tout. Vous avez collectionné l'infiniment petit, avec les maisons de poupées. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Écoutez, la poupée, contrairement à ce qu'on imagine, est une civilisation. Avant d'être un jouet. C'est aussi un jouet, mais c'était aussi un personnage qui représentait la mode. Il n'y avait pas de mannequin autrefois. Le mannequin date de 1920. Avant, on envoyait une poupée. Et cette poupée portait la robe que Paquin faisait, etc. En Russie, il y a encore une vitrine avec des poupées qui étaient des ambassadrices de la mode. Non, mais je vais vous dire autre chose, de beaucoup plus intéressant. Quand on ouvre un tombeau étrusque, on y trouve des jouets. Et ce sont des jouets d'argile
car ils étaient pauvres. Ce sont des jouets quelquefois sonores, des clochettes, mais ce sont des jouets. Donc, le jouet a toujours accompagné l'homme. Et c'est une civilisation. J'avais une collection la plus belle du monde, hein, avec des unicums, c'est-à-dire des objets uniques, dont je n'en ai gardé qu'un. C'est celle à laquelle il manque un bras et une jambe, non? Voilà. Mais non, Non, il faut dire que tout existe en petit. Tout. Vous pouvez me poser une question, je vous dirai si elle existe et si je l'ai eue. Le clister existe en grand et en petit, de la même époque. Tous les instruments, absolument tous. Je ne sais pas de quelle direction vient cette idée, mais tout existe, mais les dettes d'amour existent en petit. Une poupée est amoureuse d'un singe. Il y a beaucoup de singes dans le monde des poupées, ce sont les automates. Et elle écrit, c'est une lettre allemande, elle écrit « Oh, mein süße Effi, oh, comme tu es beau, comme tu es merveilleux », etc. Dans les maisons de poupées, il y a des petits tableaux. Ah, il y a beaucoup de tableaux, et quelquefois pas mal. Mais écoutez, il y a de quoi limer les ongles en tout petit. Ah, il y a tout le nécessaire de toilette avec la coiffeuse. Tout existe. Alors, vous avez collectionné dans le même temps les automates. Ça vous en avez Oui, encore? alors j'ai collectionné les automates parce que je suis foudroyé devant les automates. Parce que les automates, c'est d'une vérité épouvantable. Hein. Quel est l'automate que vous avez qui vous suscite le plus de bonheur? C'est quoi? Vous avez par exemple des magiciens, des singes qui... C'était des singes. C'était des singes? Ah, oui. J'aime beaucoup les singes. D'ailleurs, j'avais un singe. J'ai vécu Comme Léo 7 ans Ferré? avec un petit singe qui se croyait être mon fils. Écoutez, les automates, ça rend fou. Parce que vous les faites marcher et vous oubliez le monde. C'est étonnant. Ils vous rendent des gestes, des grimaces, de toutes sortes. Ils ont l'air de se moquer de vous, ou alors ils vous aiment. Et ils vous le disent d'une certaine façon. Les automates, j'en avais une quarantaine. J'en ai gardé 3. Finalement, vous avez joué adulte avec les jouets que vous n'aviez pas eu enfant. Voilà, parce que ça ne m'intéressait pas. Oui, j'ai joué adulte, et je continue d'ailleurs. Vous êtes devenu une enfant avec le temps. En fait, j'ai jamais cessé d'être. Parce que j'aurais pas fait ce que j'ai fait si j'avais pas l'âme d'enfant. Un hiver, elle nous emmène en Allemagne. On est dans les années 50 et on va à Nuremberg. Qui était la capitale du La jouet. capitale du jouet. Et de ces jouets allemands extraordinaires. Bertrand Lorquin, fils de Dinah et conservateur du musée Mayol. Et on avait été dans cette fabrique de jouets, mon frère et moi. Moi, je devais avoir 6 ans, je crois, 5 ans. Et je crois que c'est une espèce de forme de rêve comme ça qui est resté inscrit à jamais, parce que c'était une fabrique qui avait plusieurs étages, et à chaque étage, il y avait de nouvelles merveilles. Et là, tout d'un coup, ça a été une émotion inouïe de découvrir le temple du jouet, mais pas des jouets de plastique d'aujourd'hui, des jouets admirables, quoi. Alors là, une fois, là aussi, elle nous avait amené à la source même de ce qu'il y avait de plus beau dans le jouet. Je suis sûr que le plus enfant des 3, c'était elle. Ah, c'était probablement elle, hein. Par exemple, elle est très attachée à Noël. Parce que elle se transforme elle-même elle redevient la petite fille qu'elle n'a jamais cessé d'être. Et une des collections qu'elle avait faites, c'était les ornements d'arbres de Noël. Elle avait des milliers d'ornements d'arbres de Noël récoltés dans tous les pays du monde qu'elle avait visités, qui souvent étaient d'ailleurs chargés de culture populaire. Hein. Je me souviens par exemple, vous savez,
tous ces objets mexicains, souvent assez terribles, avec ce culte de la mort qu'il y a au Mexique, les squelettes, etc. Mais aussi tous les ornements allemands, anglais. Et ou les objets d'Europe de l'Est en buis, en bouleau. Et alors elle faisait venir chaque année un arbre, mais ça c'était pas à Paris, c'était à la campagne, un arbre qui allait jusqu'à 5-6 mètres de haut et qui était entièrement recouvert comme ça de parures. Et alors elle passait plusieurs jours à préparer l'arbre comme une œuvre d'art. Elle l'agençait elle-même. Elle-même. Et c'était une espèce de splendeur inouïe qui, une fois de plus, reliait comme ça là son amour des objets, son goût aussi de la fête, le goût de l'enfance. Et au fond, c'était magnifier, transcender comme ça le convenu des fêtes en quelque chose de féerique et de miraculeux. L'écrin des collections fantastiques de Dina Vierny est une maison de campagne au milieu d'une forêt de bouleaux qu'Alexis Poliakov, gardien de l'œuvre picturale de son père Serge et créateur des figurines en plomb Pixie, nommait enfant Dinaland. Je me rappelle, elle me montrait des manuscrits originaux je pense, de Musset, Georges Sand, des gens comme ça. Et alors bon, Musset, ça m'intéressait pas tellement, mais je me souviens qu'elle m'avait montré un espèce de livre de contes que tenait Bonaparte quand il était jeune, enfin officier. Et là, bien sûr, Bonaparte, ça me parlait beaucoup. Et puis surtout, je découvrais chez elle dans ce que j'appelle Dinaland, à la campagne, je découvrais des gens de cavernes, enfin, c'est pas une caverne d'Ali Baba, mais des pièces remplies de meubles, d'objets, de sculptures, Elle avait des enseignes très grandes. Dans le temps, les boutiques avaient un grand chapeau. Oui, ou les enseignes de ferronniers avec les fers à cheval, oui, tout des ça, choses comme ça. Tous les métiers populaires du 18e. C'était surtout des objets... moi, je me souviens d'objets énormes. Enfin, genre chapeau géant en fer blanc, ou des animaux. C'est énorme. Et alors, je crois qu'elle avait ça dans des pièces. C'est-à-dire, c'était des pièces où on pouvait, presque comme des greniers, on pouvait pas tellement passer. On pouvait se mouvoir à peine, c'est un labyrinthe. C'était un peu même comme... moi, je sais pas pourquoi, j'ai une image de bateau de pirate comme ça, où le pirate amasse des trésors, et puis les met dans la cale, et puis voilà, c'était et bon, c'est tout un monde comme ça. Je pense qu'elle de temps en temps, elle me montrait des choses, et elle m'a appris... elle a sûrement fait partie de ceux qui m'ont appris à aimer les beaux objets. Quand vous êtes rentré dans cette maison de campagne, à l'intérieur de la maison, pour la première fois, vous Patrick Bongers, qui êtes né au milieu des objets, au milieu des œuvres d'art, vous êtes retrouvé comme un môme chez un antiquaire ou dans la caverne d'Ali Baba? J'avais l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y avait des objets absolument partout et qui vont dans toutes les directions. C'est-à-dire que la collection, si on peut appeler ça collection, est transmise par Dina dans cette maison avec des poupées, avec des petites boîtes, avec des tableaux, avec des sculptures, avec à l'extérieur une incroyable collection de voitures d'attelage, ces voitures d'attelage, des chevaux. On va dans le jardin, il y a un parc avec une collection de daims vivants, il y a une collection de poules, il y a une collection de canards, il y a des oies. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas un objet qui lui échappe. On a l'impression que tout ce qu'elle rencontre sur son chemin finit par arriver à ce qu'on appelle Dinaland. Donc on a ce sentiment que c'est une espèce de grand musée permanent dans lequel Dina, de son regard et de sa curiosité, s'est tiré profit avec cette affection qu'elle s'est donnée et qu'elle sait recevoir. Il y a des objets qui vous ont frappé? Moi, j'ai été très frappé par la collection d'attelage. Voir 50 ou 100 comme ça réunis dans une énorme écurie, on avait vraiment l'impression d'être dans les écuries royales, quoi. Je veux dire, ça donnait pas l'impression, et j'ai pas eu le sentiment à ce moment-là de rentrer dans une maison privée. J'ai eu le sentiment de rentrer dans une espèce de musée officiel, et ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Surtout que tout ça était en état de marche, puisque dans l'après-midi, on est sorti sur une petite charrette, sur un attelage avec 2 chevaux. Le lendemain, il y avait encore des chevaux différents. Il y a toujours une animation incroyable. Et j'ai la voiture de Chateaubriand,
un équipage extraordinaire. Quand il était ambassadeur de France en Italie, au Vatican, je sais pas où. Vous avez un carrosse Régence Ah, qui est j'ai un intact? carrosse Régence, mais celui-là, je l'ai fabriqué. Et mon carrosse Régence, il a servi Dans pour un le film. film de Gérard Houry. La Vous folie rappelez des grandeurs. Alors, ils m'ont pas payé un sou, mais ils m'ont laissé mon carrosse. Et j'étais heureuse comme tout avec mon carrosse, je le suis encore, parce que mon carrosse, pour le tricentenaire de Saint-Simon, a fait le Tour de France. Il roule à 6 chevaux. Et pour cette passion, tout commence par un cheval. J'ai acheté un cheval et un âne. Et nous sommes rentrés tous les trois péniblement, parce que l'un ne voulait pas. Alors c'était la promenade des 2 entêtés. Hein. Mais on est arrivé, puis après c'était merveilleux. Et j'ai appris à monter, c'est un paysan qui m'a appris à monter, qui était un maquignon, un ancien maquignon. Il était merveilleux. Il était autrefois dans l'armée française, dragon. Et il avait défilé un jour, le 14 juillet. Il avait le don. Et c'est lui qui m'a mis à cheval. À 45 ans, un truc comme ça. Dès que j'ai posé mes fesses sur le cheval, j'avais plus envie de descendre. Alors j'ai commencé à acheter des voitures. Et alors là, c'est pareil, j'ai chiné comme un lion. Hein. Mais moi, j'allais dans les familles, partout. Eux, ils détruisaient, ils brûlaient. Et puis comme ça, j'ai acheté une collection foudroyante. Et j'ai acheté un équipage qui appartenait au Toulouse-Lautrec, d'Albi. Cet équipage-là, il a drôlement servi hein, pour aller chercher les amis à la gare. Le chemin passe sous le pont. Il va falloir faire le tour. Il y a de l'ombre, on sera au frais. Il y a des balanceurs, on va s'amuser. Qu'est-ce que nous allons prendre comme poisson? Je crois, mes enfants, que nous allons vous offrir un de ces petits Balthazar, où on tirait des nouvelles. Restaurant Moulin, maintenant de friture. Cabinet de société, balançoire, repas 2,50 francs. Le prix est raisonnable. C'est une vieille ferme, ça qui a plusieurs bâtiments qui ont été restaurés très... Là aussi, par exemple, la restauration de cette ferme a pris presque 20 ans. Oui, parce que Uniquement parce qu'elle faisait refaire pierre par pierre, taillée à la main par une équipe de tailleurs de pierre. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre dans le côté collectionneur de Dina Vierny, c'est il vaut mieux prendre. On a le temps de faire les choses. L'histoire ne s'est pas faite en 2 jours. C'est quelqu'un qui a la conviction que l'éternité lui appartient. On peut résumer que si elle a une chambre, une cuisine où elle peut recevoir les gens et une salle de bain, Eh bien, ça lui convient. voilà. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas le besoin du confort. Le confort est quelque chose qu'elle méprise et qu'elle ignore totalement. Restaurer une maison, même de campagne, où ça peut prendre 1 voire 2 décades, et pendant ce temps-là, on vit quasiment sans eau et sans électricité, du moment que tout ce qui sera fait avec goût, avec une exigence extrême. Vous avez un point commun avec l'empereur Adrien. Ah oui, C'est lequel? d'abord je l'aime beaucoup. Eh bien, l'empereur Adrien rapportait des paysages. Pas des grands paysages, non, des petits paysages sublimes. Et moi, j'en fais autant. Vous avez remarqué le pont japonais. C'est le Japon où je peux pas y aller. Alors, c'est le Japon que j'ai construit dans mon jardin. Donc dans votre jardin à la campagne, il y Il y a mon jardin à la il y a des campagne. paysages du monde entier. Non, Non? mais il y a un théâtre antique que j'ai fait simplement avec de la verdure. Mais on peut y jouer. La Comédie Française est venue pour savoir si on pouvait jouer. Et simplement, mais on peut faire tant de choses. Il suffit d'y réfléchir. Vous plantez une haie, et puis vous la taillez, et puis vous pensez, et puis vous dites, tiens, on pourrait lui donner un profil, on pourrait faire une entrée, une sortie, mais c'est ça le théâtre antique. Elle a construit un sauna finlandais. Pourquoi le sauna finlandais? Parce que
elle avait apporté des expositions en Finlande, et en Finlande, elle avait rencontré une personne extraordinaire qui s'appelait Maire Gulliksen, qui était d'ailleurs une femme immensément riche et qui avait été la mécène d'Alvar Aalto. Donc, c'était vraiment ces milieux artistiques finlandais qui étaient des gens très joyeux, comme ça. Et elle avait donc été avec Maire Gulliksen et Aalto et tout ce monde-là prendre des sonas. Et un jour, je me souviens, arrive un camion de Finlande avec un sona démonté, comme ça, qu'ils ont remonté. Les charpentiers ont remonté le sona dans un coin du jardin. Il marche toujours très très bien d'ailleurs. Et elle l'a entièrement décoré d'objets russes du XVIIe, XVIIIe. Des petits meubles peints magnifiques, des dentelles anciennes, des trucs absolument magnifiques. Et tout le sona est véritablement une bouffée de la Russie du XVIIIe. Alors ça, c'est typique d'Ina, ça, voilà. Là où n'importe qui aurait fait un sona, elle en fait un espace de rêve. Oui, tout devient un écrin pour le rêve. Voilà. Ça ressemble à quoi la cuisine de Dina Virni? Est-ce que ça vient de chez Ikea avec des meubles fonctionnels, ou alors est-ce qu'elle a chiné et traqué toute sa vie? Alors là est effectivement le plus beau reflet de son imaginaire. C'est une pièce qui est absolument remplie de centaines d'objets, tous plus originaux, tous plus étranges, tous plus insolites les uns que les autres, tous liés à des cultures populaires, tous chinés dans les quatre coins du monde, avec en plus liés toujours à leur fonction. Et la salle elle-même est une espèce de féerie. On peut véritablement passer des heures à contempler chaque objet. Notamment, il y a au mur une des images d'Épinal qu'elle avait aussi réunies et qui s'appelle le degré des âges. Alors donc, c'est une espèce d'éventail comme ça, de la naissance à la mort, et qui avance par décades. Et je dois dire que cet objet qui est toujours là a à mes yeux une valeur et une importance qui dépasse largement certains des tableaux les plus importants de la collection du musée. C'est toute l'histoire de ma vie qui est dans ce petit éventail qui décrit le parcours d'une vie, quoi. Cette cuisine avait été photographiée par la revue L'Œil dans les années 60. Et pour vous donner une autre idée de collection, par exemple, il y a une collection de fers. Vous savez, les fers avec lesquels on fait la cuisine. Les fers sur lesquels on pose les casseroles, les casseroles elles-mêmes, les fers avec lesquels il faut remuer le feu, ou alors on peut faire par exemple, ou alors emprisonner les viandes, oui, etc., etc. Elle m'avait fait observer une chose qui finalement m'a paru tout à fait réelle, c'est que ces fers, une fois de plus, sont un art, non seulement un art populaire, mais c'est presque proche de la sculpture, quoi. Il y a une invention des formes dans ces fers. Il y a véritablement une culture. Il y a une culture qui existe dans ces objets destinés à la cuisine et qui sont eux-mêmes reliés à quelque chose de très ancien, presque d'immémorial, que l'on peut parfaitement relier au premier âge du fer, là, quand l'humanité a découvert le métal, quoi. On retrouve d'ailleurs dans les premières sculptures d'un sculpteur comme César, on retrouve effectivement tous ces objets d'art populaire, toute cette manière de manier le métal. Et chez César, ça prend une autre fonction, puisque César va reprendre ces objets pour réutiliser et la forme et en refaire le point de départ d'une œuvre. Donc il y a une espèce de détournement du sens. Écoutez, j'adore l'art populaire.
En art populaire, on peut se faire une collection épatante, sublime. Je crois que de l'art populaire sort de la grande musique. C'est ça qui me touche. Et l'art naïf me touche. Tout ce qui finalement est fait par l'homme dans l'instant. Dans le génie de l'homme. Dans le génie de l'homme. Car l'homme est génial. Mais l'homme, même modeste, il peut faire des choses merveilleuses. Vous savez, surtout l'hiver, dans les pays montagneux, ou enfin éloignés des villes, de la lumière et du bruit, l'hiver est long à passer. Alors l'homme, il faisait autrefois des objets. Qu'est-ce que vous avez comme objet? Par exemple, vous avez des noix de coco, de travail de bagnard, des choses comme ça? Oui, travail de bagnard énormément. Ça m'intéresse au plus haut degré, le travail des bagnards. Vous savez qu'il y avait bagnard et bagnard. Hein. Oui, il y avait... Les anarchistes étaient bagnards à l'époque. Et puis, les hommes de la pensée étaient bagnards. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le roi étaient bagnards. Eh bien, il y en a qui ont donné des œuvres véritables. Et moi, le coup du bagnard me touche énormément. Matisse s'intéressait à ça. Il collectionnait quoi, Matisse? Il avait quoi comme genre d'objet? Il avait une collection, il ne comprenait pas du tout mon amour pour l'objet. L'objet. Alors, dans les objets que vous avez collectionnés, vous avez collectionné les lettres de George Sand. Je les ai gardées. Vous les avez gardées? Oui. J'ai une grande admiration pour George Sand. J'ai gardé toutes les lettres. J'ai ses meubles, j'ai son argenterie, j'ai ses étains, parce qu'il y a eu une vente. J'ai des lettres extraordinaires. À Flaubert, Chopin, Musset, tout le monde. Et surtout, c'était une femme admirable, parce que pendant la Commune, elle connaissait très bien Jérôme Bonaparte. Il lui a même donné une montre que j'ai. Et dans ma collection, parce que j'ai un vrai petit musée George Sand là-haut. Mais ça, pour y aller, il faut pas me montrer patte blanche. Et elle a sauvé des communards. Elle a écrit pour qu'on libère Louise Michel. Elle a écrit pour qu'on lui libère des tas de gens qu'elle connaissait ou qu'elle connaissait pas. C'est une femme merveilleuse. J'ai une admiration pour elle, fébrile. Donc, tout ce que j'ai pu, j'ai gardé. C'est la seule que j'ai gardée. Avec Colette, j'ai 2 ou 3 bricoles. Il y avait une place pour la vie amoureuse au milieu de cette vie si riche et si intense. Sa vie amoureuse. La vie de Dina. Tout à fait. Elle a quand même tué 3 maris. C'est sa fierté. Vous savez, comme les généraux qui ont 3 chevaux morts sous eux pendant la bataille, quoi. Elle se vante d'avoir tué ses 3 maris. Et elle ne précise pas le nombre de ses amants. Non, elle a été une grande amoureuse. Tiens, je vais vous raconter une histoire qui va vous amuser. J'étais follement amoureuse, il y a une 40aine d'années, hein. Et alors, c'était une déception. Et il m'aimait, mais enfin, non, il ne me plaisait pas assez pour que je bouleverse ma vie. Enfin, c'était dramatique. Alors, j'avais une petite amie qui m'a dit, mais va donc voir Lacan. Je le connaissais par cœur, Lacan. Il était marié avec Sylvia, qui a fait partie du groupe Octobre. Vous pensez, si je connaissais Lacan. Mais enfin, pourquoi Lacan? Si, c'est le psychiatre des gens intelligents. Voilà une idée. Alors, je suis venue chez Lacan, avec mon chagrin d'amour, et il était très énervé, parce qu'il attendait un coup de téléphone. Enfin, en fait, avec moi, il m'a dit bonjour, il m'a fait asseoir, et puis il a téléphoné tout le temps. Et puis, je l'ai entendu parler. Et quand il a fini de parler, mon camarade Lacan, alors après, je lui ai dit, c'est fini la séance? Oui, c'est fini la séance. Alors j'ai été voir la secrétaire,
Et j'ai dit, combien coûte cette séance? Elle m'a dit un prix astronomique. J'ai été guérie immédiatement. De l'amour ou du psychanalyste? De tout. Il m'a pas revu. Donc finalement, vous aimiez autant les hommes que les objets? Ah oui. Non, j'aime beaucoup les hommes, faut pas exagérer. Mais dis donc, j'ai quand même 2 fils. Hein. Mais je sais. De 2 pères différents, je vous ferai remarquer. Mais on n'en parle jamais. Non, je ne parle pas de mes maris. Non, ce que je Mais veux dire... notez bien qu'ils sont tous morts. Hein. Et donc, dans les moments de peine, ce que vous disiez tout à l'heure, les objets étaient là. On ne peut pas, quand on est vraiment un collectionneur, être complètement malheureux. Pourquoi? Parce qu'on se lève la nuit, on y va, on les touche, on les assemble, on se couche sur eux, et vous le rendez, vous oubliez. Костюмчик новенький, колесики со скрипом. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя видел. И ни один на мне волосик полинял. А на дворе... Je suis partie en URSS, il n'y avait rien du tout. J'ai cherché pendant longtemps avant de trouver les peintres. Parce qu'ils étaient tous mauvais. Bah écoutez, 30 ans, ils étaient coupés de l'Europe. Vous imaginez? Quand je suis arrivée en Russie, j'ai apporté des images de Calder, d'un tas d'artistes qu'ils n'avaient jamais vus. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя видел. И ни один на мне волосик полинял. Je suis allée uniquement parce que j'ai été outrée de l'Union soviétique. Et je suis rentrée en me disant, comment, dans ce pays où il n'y a pas 5 minutes de liberté, où la délation est une affaire nationale, comment peut-on peindre? C'est pas possible. En effet, ils payaient très mal. Alors, j'y suis allée 1 fois, 2 fois, puis j'y retournerai plus jamais. Et puis, le jour où j'ai dit ça, j'ai rencontré Kabakov. Et le soir, je suis allée chez lui, j'ai vu tout son atelier, mais j'ai dit, mais pourquoi vous peignez comme ça, si grand, puisque vous ne pouvez pas exposer? De toute façon, ça ne sortira jamais de l'atelier, alors je peux peindre grand, ça n'a pas aucune importance. Parce qu'il n'avait pas le droit à faire une exposition. Hein. Il faisait des livres d'enfants. Pour vivre. C'est comme ça que les artistes vivaient. Et sans ça, ils étaient arrêtés comme vagabonds. Alors, il m'a dit, mais ça vous plaît? Je dis, pas mieux que ça. Je vous embarque immédiatement à Paris et vous serez un des grands peintres comme les Américains. C'est ce qu'il est devenu d'ailleurs. Et alors, on est devenus très très amis, on l'est toujours. Hein. Alors, j'étais tellement sidérée, je dis, je ferai tout pour vous. On s'est tutoyé immédiatement le soir même, et il m'a amené chez 2 autres, Boulatov et Yankelevski. Et c'était épatant aussi. Et je les ai pris tous les 3. Et d'une façon tout à fait illégale, parce que légalement, on ne pouvait pas sortir ce genre de tableau. Et j'ai fait toutes les démarches, on m'a dit, non, on ne sort pas des horreurs pareilles. Mais puisque c'est des horreurs, laissez-les sortir. Ah non, c'est au détriment de la gloire de l'Union soviétique. J'ai eu des pilotes, et surtout des Italiens qui m'ont aidé. 2 choses très très importantes sont venues avec des pilotes. C'est le passeport juif de Rabin, et puis un truc de Kabakov, plusieurs choses de Kabakov. Et puis ensuite, au consulat italien, il y avait un gars qui s'intéressait à mes idées. Alors il m'a dit, vous savez, hein, je vous ai préparé une surprise. C'est des touristes, ils veulent bien tout apporter. Et ils m'ont apporté un lot formidable. Ils donnaient l'un à l'autre. Ils ont floué la douane soviétique d'une façon merveilleuse. Mais il y a un de mes peintres qui a fait une armoire merveilleuse. Comment je vais sortir ça? Nous sommes allés au bazar de l'Hôtel de Ville. On a acheté une armoire tout à fait ordinaire. Ils sont partis
à la douane, ils ont montré l'armoire. Vous voyez, on a une armoire, on la ramènera en France, ah bon. Ils sont allés droit chez le peintre et on a échangé l'armoire. Et on a rempli la camionnette de dessins. Et à la douane, les gars ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs-là? Ah, mais c'est le petit garçon qui fait ça. Et c'est arrivé. Et c'est au musée. Quand c'était l'appartement de Dina. Olivier Lorquin, fils de Dina et directeur du musée Mayol. Donc on est au deuxième étage. On est au deuxième étage et donc la cuisine est derrière, la salle à manger est derrière et on avait accès au salon. Donc elle a conservé exactement, je dirais, les volumes du salon. Donc le salon qui est aujourd'hui la pièce dans laquelle on trouve un Degas, un très beau dessin de Ingres. Il y a naturellement Suzanne Valadon, Fujita et Iris Messagère de Dieu. Alors ça, c'est aussi un achat de Dina extraordinaire. C'est pas n'importe quel Iris, parce qu'il a été il était chez Lucien Guitry. Voilà, il a été offert par Mirbeau et Rodin lui-même à Lucien Guitry. Et Lucien l'a offert à son fils Sacha. Et d'ailleurs, il l'a marqué d'une inscription. Regardez c'était merveilleux. Rodin et Mirbeau me l'ont donné. Tous deux sont morts, je te la donne, Lucien. C'est pas beau, ça? Voilà. Et ça, c'est une pièce que vous avez... C'est une pièce qu'il a achetée en salle des ventes. Ah voilà, ça c'est pour laquelle on parlait tout à l'heure. Vous vous rendez compte de la chance d'enfant que j'ai eue? Alors là, on est au musée Mayol, au deuxième étage, dans la salle des Poliakov. On est dans l'ancien appartement de Dina? Non, c'était le mien. C'était le vôtre. Ouais. Bah alors on est dans votre ancien appartement. J'ai été expulsé par Poliakov, mais ça va, hein, c'est pour la bonne cause. Donc là, on est en face du tableau dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, Olivier Lorquin, c'est celui qui était en face de votre, à la sortie de votre chambre. C'est une composition extraordinaire. C'est une composition de 51 que Dina a exposée donc dans sa galerie. Qui est une forme bleue. Composition bleu-blanc, oui. Bleu-blanc-rouge. Et c'était un mouvement fou. Et elle est très puissante et très, très épurée. Parce qu'à l'époque, c'est beaucoup plus dense chez Poliakov. Mais là, il y a juste il y a une forme rouge comme ça qui prend le pouvoir. Et Dina l'a exposée en 51. Elle ne s'en est jamais séparée. Et est-ce qu'il y a dans la salle Poliakov un tableau qui n'est pas passé de Poliakov à Dina directement et qu'elle a trouvé dans une salle des ventes? Vous plaisantez? Là, dans cette salle, mais la plupart des tableaux ne viennent pas de Poliakov. C'est-à-dire que, attendez, celui-ci est un naturel. Ça c'est un Didi, donc acheté par Dina à Serge Poliakov en 51. Ça l'a acheté tout de suite après. J'ai toujours vécu avec. Donc là, on est sur les trois tableaux qui sont entre les fenêtres. Entre les fenêtres. Voilà. Et le tout dernier tableau est un tableau que nous avons acheté en salle des ventes, qui appartenait au prince Trubetskoy. C'est une très très belle composition, et nous l'avons acheté il y a une quinzaine d'années, un peu plus peut-être, près de 20 ans. Alors, Olivier Lorquin, on est dans la salle des Poliakov. Il y a 17 peintures qui sont là. Est-ce que ça nous permet de comprendre le regard de collectionneur de Dina Vierny sur l'œuvre de Poliakov? Oui, c'est les Poliakov qui a gardé contre vents et marées. C'est l'œuvre d'une vie. C'est-à-dire que pendant des années, nous étions des marchands de Poliakov. Je le suis toujours. Mais ces Poliakov réunis, c'est le regard d'une femme sur une œuvre. Et c'est ce qu'elle a été. Bon, par exemple, on parlait justement des Poliakov qui ont été achetés. Ce Poliakov a été acheté au Venezuela. Donc ça, c'est c'est on va dire un drapeau blanc, un drapeau brun et un drapeau rouge sur un fond bleu vert d'eau. Voilà, exactement. Et chaque tableau représente un moment, une étape dans la vie de Dina. Cette composition rouge, je m'en souviens. Elle l'a achetée, elle n'a jamais pu s'en séparer. Cette composition jaune également. Alors la rouge, pourquoi elle n'a jamais pu s'en séparer? Parce que la rouge, elle a perdu la raison avec. C'est un abstrait qui a le sang coule dans sa toile, alors que les autres sont géométriques et sans aucun intérêt. Et lui, tout à coup, l'être humain est là, il est vivant, son tableau. Si on coupait son tableau, c'est pas la peinture qui coule, c'est le sang humain. C'est une merveille, Poliakov. Je m'en suis jamais lassée. Du jour où je l'ai découvert, à ce jour, pour moi, c'est un peintre extraordinaire. Ici, regardez donc la salle de Poliakov. Ce sont les plus beaux Poliakov du monde. Et c'est un des peintres du XXe siècle
qui a le plus apporté. Il est tout seul, il fait ça seul, il n'a aucune école. Il est le père de l'art moderne pour vous d'aujourd'hui? Non, le père de l'art moderne, c'est Kandinsky. Mais il a le prix Kandinsky. Donc il est le fils. Il n'est pas le père, mais il est le fils. Non, il est pas, voilà, il n'est pas le père, il est le fils, c'est très bien. Vous dites bien. Parce que quand j'ai connu Poliakov, il était guitariste, Oui. et c'est comme ça que j'ai connu. Je savais pas du tout qu'il était peintre. Tout à coup, je vois une peinture merveilleuse. On est en quelle année, à peu près? C'était quand j'ai ouvert ma galerie, en 47. 47. Mais Poliakov, je le rencontre dans ces années-là, mais c'est en 51, je crois. Je lui fais sa première exposition de peinture personnelle. Il avait exposé dans plusieurs endroits, mais des choses... Le collectif. Oui, mais il n'a encore jamais fait une exposition personnelle. Mais en vérité, mais j'avais rien vendu, ça se vendait pas. Donc par exemple, des gens qui montent des fondations à Venise avec de l'art contemporain qu'ils ont acheté avec les oreilles et pas avec les yeux, c'est à l'opposé de ce que vous aimez et de ce que vous pensez. Ça ne s'achète pas. On n'achète pas l'art parce qu'on a de l'argent. On achète l'art parce qu'on l'aime. C'est sans argent, avec très peu d'argent, ou pas d'argent du tout, qu'on fait les meilleures collections. Parce que les plus beaux tableaux que nous admirons aujourd'hui ont été achetés par des gens pauvres. Mais ils ont été achetés ou donnés, et les artistes les ont donnés, du temps de leur vie et de leur jeunesse. Mais je sais, de source sûre, que l'art, l'objet un peu moins parce qu'il se défend moins bien, mais l'art peut ruiner. Il peut ruiner ces imbéciles qui achètent ça pour de l'argent, et il peut faire très mal. Quand en décembre 94, Dina Bierny a reçu un coup de téléphone de l'Élysée en lui disant si vous voulez que le président François Mitterrand inaugure votre musée, c'est le 21 janvier et pas une autre date. Claude Inger, amie de Dina et directrice de la communication du musée Mayol. Elle a reposé le combiné téléphonique et elle nous a dit les enfants sur le pont, on ouvre le 21 janvier. Il n'y avait rien dans le musée, sauf quelques, bien sûr, très belles sculptures, mais rien n'était accroché, rien n'était éclairé, et en 3 semaines, tout le monde a travaillé pour installer ce musée. Mais ce dont elle avait besoin, c'était le coup de pouce du président, qui du coup lui a donné le courage de passer outre les dettes, entre guillemets, qu'elle avait avec les banques, car elle avait beaucoup de dettes. Alors, je peux dire aujourd'hui que ce qui était ennuyeux, c'est que nous n'avions pas l'argent nécessaire pour installer les systèmes de sécurité des œuvres. Et que donc, nous avons ouvert le 21 janvier sans qu'il y ait aucun système de sécurité. Et le 22, le musée était fermé. Fermé parce qu'il n'était pas question d'ouvrir sans ni le personnel, ni le système de sécurité. Et là, Dina a pris une décision qui était tout à fait exemplaire, c'est de vendre l'une des collections qui était la plus proche de son cœur et qu'elle avait vraiment accumulée depuis sa plus jeune enfance, qui était sa collection d'automates et de poupées. C'était pour moi un grand choc, parce que j'ai vécu effectivement auprès de Dina une expérience que je n'imaginais pas vivre dans ma vie, mais tous les collectionneurs qui ont été obligés de se séparer de leur collection l'ont vécu, c'est de voir dans 2, dans 3 pièces absolument sublimes de chez Sotheby à Londres, étaler toute une vie. Et toute une vie, c'était des centaines et des centaines de lots. Ce qu'on appelle un lot, c'est bien entendu un ensemble d'objets à vendre. Et là, il y avait, j'en connaissais quelques-unes, mais je ne les connaissais pas toutes, quelques centaines d'automates et de très jolies poupées anciennes. Mais aussi, et c'est ce qui m'a le plus choqué le jour où la vente a commencé, parce que comme vous savez, avant une vente, il y a toujours une exposition
pour que les collectionneurs puissent venir faire leur choix. Et là, j'ai été absolument bluffée par les collectionneurs du monde entier qui, depuis des années, savaient que Dinah leur piquait régulièrement dans les ventes aux enchères les plus beaux automates ou les plus belles poupées et qu'ils étaient assez furieux de voir passer devant leur nez parce qu'elle leur piquait ça avec beaucoup d'insistance. Et donc, ils sont tous venus du monde entier pour racheter ces collections. Et quand, le matin de la vente, j'ai vu présenter par le commissaire-priseur le premier lot, qui était une valise assez jolie en cuir, dans lequel il y avait des toutes petites chaussures, un peu comme les petites chaussures de poupées, de Barbie ou autres, et puis des petits sacs, et puis des petits accessoires des poupées, et que cette petite valise, qui ne contenait pas plus que de petites vingtaines d'objets, est partie à l'époque à plus de 150 000 francs, je parle en francs puisque c'était en 95, là je me suis mise à pleurer. Parce que vraiment j'ai été extrêmement choquée de voir que toutes ces choses qu'elle avait accumulées, on était en train, premièrement, de les vendre pour des sommes importantes, mais je n'imaginais même pas qu'elles puissent valoir ces sommes-là. On avait besoin pour, d'une part, les banques, mais aussi pour notre système de sécurité. Nous espérions revenir avec à peu près 4 millions de francs. Nous sommes revenus avec 5,5 millions, ce qui était tout à fait inespéré, ce qui nous a permis d'ouvrir le musée 2 mois et demi plus tard. Elle a vendu sa collection de poupées pour le bien-être du musée. Quand elle m'a vu pleurer au moment où le premier lot est parti, elle m'a donné un coup de coude en me disant « Mais pourquoi tu pleures? C'est pour ton musée qu'on fait ça !» Et je lui ai dit « Mais Dinah, c'est votre vie. Moi, je pleure pour vous, parce que vous avez collectionné. » Elle m'a dit « Et alors? Mon bonheur, c'est de créer le musée Mayol. Pour le créer, il faut que je me sorte de mes dettes. Donc, il faut bien que je vende quelque chose. Et ça, c'est la plus belle collection. Et c'est parce que, justement, j'étais tellement attachée à cette collection que, au fond, je suis contente qu'elle serve mon autre projet, qui est le musée Mayol. Est-ce que vous pourriez nous donner un truc de collectionneur? Le truc absolu, c'est partir sans avoir aucune envie de rien du tout et de faire une rencontre. C'est comme une rencontre amoureuse. C'est la même chose. Il y a des gens qui aimeraient collectionner et qui osent pas. Eh bien, ils ont tort. Il faut qu'ils se jettent à l'eau avec 3,50 francs. Ça n'a aucune importance s'ils se trompent pour une fois ou deux. Mais ils vont rentrer dans le jeu. Et le jeu en vaut la chandelle. Parce que c'est un jeu qui apporte la joie, qui apporte la vie, qui apporte l'espoir et qui éteint les chagrins. Vous n'êtes pas rassasié? Non. Comme c'est curieux, j'ai toujours faim, j'ai toujours envie d'en avoir d'autres. Et je crois que tant qu'on a le désir, eh bien on a la vie. Dinah Vierny, une collectionneuse modèle, un documentaire de David Arthur, réalisé avec l'aide de Pierre Quintard à la prise de son, Éric Boisset au mixage et Philippe Rouy à la réalisation. Vous écoutez l'heure du documentaire, disponible en réécoute et podcast sur notre site. Demain, à 17h, Johanna Bedeau dessinera le portrait de Jacqueline Veuve, qui s'est fait l'œil en analysant les films de Jean Rouch, avant de créer son style personnel, décliné en plus de 60 films. Voici venu le temps de la chronique de Céline Duchesnay.